ce dossier. Tanaji. C'est un nouveau coup diplomatique pour Donald Trump à quelques semaines de son départ de la Maison-Blanche. Le président américain a annoncé dans un tweet la normalisation des relations entre le Maroc et Israël, un accord présenté comme historique. Nos deux grands amis, Israël et le Royaume du Maroc, ont accepté de normaliser leurs relations, une grande avancée pour la paix au Moyen-Orient. Une annonce rapidement confirmée par Rabat dans un communiqué. Le roi du Maroc se félicite de cette normalisation des relations avec Tel Aviv, d'autant que Washington reconnaît désormais la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Le roi du Maroc, Mohamed VI, a indiqué que son pays allait reprendre les contacts officiels et les relations diplomatiques dans les meilleurs délais avec Israël. Ces mesures n'affectent en aucune manière l'engagement permanent et soutenu du Maroc en faveur de la cause palestinienne juste. Sur la question du conflit israélo-palestinien, justement, la position du Maroc a jusqu'ici été constante. Une solution à deux États, avec Jérusalem-Est comme capitale pour les Palestiniens, et la fin de la politique de colonisation d'Israël. Alors ce rapprochement sonne comme une victoire pour Benyamin Netanyahou, après plusieurs mois de négociations sous l'égide des États-Unis. Cette paix va permettre de mettre rapidement en place des bureaux de liaison entre Israël et le Maroc afin d'établir le plus rapidement possible des relations diplomatiques. Nous allons également mettre en place sous peu des vols directs entre le Maroc et Israël pour rendre cette paix encore plus solide. Sous l'impulsion de Donald Trump, le Maroc devient le troisième pays à normaliser ses relations diplomatiques officielles avec Israël en quelques mois, après les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Soudan. À retenir aussi que via Twitter, le président Trump a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental. Cette région, elle est disputée depuis 45 ans entre le Maroc et le Front Polisario soutenu par l'Algérie. La nouvelle position américaine sur ce territoire n'est pas celle de l'ONU ou de la communauté internationale. Sur le conflit du Sahara occidental, le rappel des faits avec Cécile Kindria. Ancienne colonie espagnole, le Sahara occidental est annexé par le Maroc en 1975, provoquant la colère et la résistance du Front Polisario, des indépendantistes sahraouis soutenus par l'Algérie. Les affrontements entre les deux camps poussent Rabat à construire un mur de défense dans les années 80, divisant officiellement la région en deux. En 91, une trêve négociée par l'ONU et soutenue par la mission de la paix MINURSO rentre en vigueur et les Nations Unies appellent à un référendum sur l'avenir du territoire. La proposition est rejetée par le Maroc, qui suggère à la place d'accorder l'autonomie à la région, tout en la gardant sous son contrôle. Les négociations s'enlisent et à plusieurs reprises, Rabat accuse l'ONU d'être pro-Polisario. Fin 2016, la tension monte lorsque le Front Polisario accuse le Maroc de violer la trêve en construisant une route au-delà du mur de défense. Pendant plusieurs mois, les troupes de chaque camp se rassemblent autour de la zone contestée du Guerguera. Poussé par le secrétaire général des Nations Unies Antonio Guterres, Rabat finit par retirer ses troupes en février 2017. En octobre 2020, le Conseil de sécurité des Nations Unies prolonge d'un an le mandat de la mission MINURSO, alors que les négociations politiques sont au point mort depuis 2019. Le cessez-le-feu, qui durait depuis 1991, est rompu en novembre 2020, lorsque l'armée marocaine déclenche une opération militaire dans la zone tampon. Elle accuse le Front Polisario de bloquer la route qui relie le Maroc à la Mauritanie. Et en ligne avec nous, Mohamed Sidati, représentant du Front Polisario en France. Tout d'abord, quelle est votre réaction à cette reconnaissance par les États-Unis de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental? Bon, bien sûr, nous déplorons une telle décision. Il se trouve qu'aujourd'hui, Trump a décidé de prendre une décision qui nous paraît qui va à l'encontre du droit international, qui viole la légalité. Et je ne peux le qualifier autrement que comme une opération de brigandage international concernant le Sahara occidental. Vous disiez tout à l'heure, il y a eu une réaction du Front Polisario qui disait que le statut juridique de cette région ne changeait pas pour vous. Force est de reconnaître que les négociations sont au point mort, il n'y a plus d'émissaires de l'ONU pour cette région du Sahara occidental. C'est quelque chose qui vous inquiète qu'il n'y ait plus de processus de négociation en cours? Concernant
qui a émané d'un président perdant et discrédité, en l'occurrence M. Trump, cela nous le répétons et nous insistons que cela ne change en rien, n'affecte en rien le statut juridique du Sahara occidental qui demeure un problème éminemment de décolonisation, justiciable bien sûr de l'exercice par le peuple sahraoui du droit inaliénable à l'autodétermination qui du reste lui a été reconnu par la communauté internationale. Et à ce sujet, le porte-parole des Nations Unies vient de l'affirmer et vient d'insister sur le fait que le conflit du Sahara occidental est un problème de décolonisation qui relève de la responsabilité des Nations Unies. Alors, au regard de la situation sur le terrain, je dois dire que le Maroc a violé le cessez-le-feu et bien sûr, les Sahraouis ont riposté. Je vais rappeler pour nos téléspectateurs qu'il y a eu effectivement une opération qui a été menée par le Maroc sur cette région en novembre dernier, donc le mois dernier. Évidemment, une intervention militaire que vous avez condamnée. Je vous permets de continuer, excusez-moi. Donc, effectivement, parce que cette opération, non seulement elle a violé le cessez-le-feu, mais aussi elle a visé des populations civiles sahraouies, heureusement, qui ont été sauvées. Ceci étant, cela, je crois, que complique incontestablement la tâche de la communauté internationale et des Nations Unies, d'autant plus que les Nations Unies ne se sont pas acquittées comme il se doit de leurs devoirs et de leurs obligations vis-à-vis du peuple sahraoui en organisant notamment un référendum d'autodétermination. Au plus, nous avons assisté à une tentative du Maroc de vider ces résolutions de leur contenu et aux Nations Unies qui sont percluses, inactives, à tel point que la situation, on en est à cette situation. Depuis, il y a rupture du cessez-le-feu et la guerre est bien déclenchée au Sahara occidental et les Sahraouis sont en condition de poursuivre leur résistance jusqu'à l'obtention de leur droit inaliénable à l'autodétermination. Donc ce que vous nous dites, c'est qu'on va vers une lutte ouverte au Sahara occidental, c'est ce que vous nous dites. Je peux même vous dire, le Maroc a essayé par tous les moyens de cacher cette situation, ce fait de guerre, mais depuis qu'il a rompu le cessez-le-feu, la guerre, la lutte a repris bel et bien. Et nous sommes maintenant en confrontation, les opérations ont lieu au quotidien. Voilà la situation qui prévaut actuellement au Sahara occidental. L'Union africaine vient de conforter ce combat du peuple sahraoui lors du sommet Terre les armes. Ils viennent d'adopter une résolution demandant au Maroc et à l'État sahraoui de reprendre les négociations nommément, donc il a nommé, et surtout la question du Sahara occidental est bel et bien présente dans l'agenda de l'Union africaine, et surtout en prévision du prochain sommet de l'Union africaine. Rappelons dans ce cas que l'Organisation de l'Unité africaine est partie prenante dans le plan du règlement, puisque les efforts ont été conjoints entre les Nations Unies et l'OUA pour parvenir justement à ce plan de règlement, à ce processus de paix qui malheureusement a été encore une fois, si je peux dire, est violé par le Maroc. Et donc nous sommes dans une situation... Qu'est-ce qui vous ramènerait à la table des négociations? Parce que les négociations, elles ont été au point mort pendant 6 ans. Il y a eu une tentative qui a abouti à des discussions, mais qui sont restées vaines sous l'égide d'Horst Köhler, émissaire de l'ONU. Et puis, depuis, rien n'a avancé. Qu'est-ce qui permettrait de relancer ces discussions? Il me semble bien qu'il faut d'abord restaurer ce qui a été. Les Nations Unies étaient au Sahara occidental en 1991 en prévision d'un référendum qui ne durera pas plus de 6 mois ou une année. Tout cela a été torpillé et partons donc, il faut qu'on restaure la situation. Deuxièmement, l'exigence des Sahraouis désormais qu'il y ait des négociations directes qui doivent porter encore une fois sur la nécessité pour que le peuple sahraoui puisse s'autodéterminer
autodéterminer, exercer son droit à l'autodétermination. À travers un référendum. Je vais juste préciser, parce que l'affaire est complexe pour nos téléspectateurs, que ce qui pose problème sur ce référendum, c'est le corps électoral. Qui va participer à ce référendum? Alors il me semble que là encore on est dans l'erreur parce que le problème n'était pas le corps électoral puisque les Nations Unies ont mené un travail assidu et ils sont parvenus à un corps électoral. C'est à l'annonce de ce corps électoral que le Maroc a boudé les Nations Unies et a nié son engagement de poursuivre le processus. Alors je vous rappelle que les Nations Unies ont mené un travail important, y compris sur le plan de l'identification. Maintenant, la porte est grande ouverte à une négociation sérieuse entre le Front Polisario et le Royaume du Maroc, comme ça a été toujours demandé. Et partons donc, beaucoup de votre... pour avoir le bout du tunnel et parvenir à une solution pacifique et juste du conflit du Sahara occidental. Merci beaucoup Mohamed Sidati d'avoir réagi sur l'antenne de France 24 à ces annonces donc du président Trump. On va revenir maintenant sur l'autre actualité du jour, les mesures sanitaires.